psychiatrique, il s'agit là de faits dont l'examen ne relève pas des compétences qui me sont conférées par la loi. C'est exact, c'est vrai. À l'époque, la Cour de cassation ne pouvait pas traiter ce sujet, mais j'avais posé en même temps dans la foulée la question. Enfin, et pour autant que besoin, j'attire votre attention sur ce qu'il vous est loisible de saisir le Conseil supérieur de la justice de vos griefs relatifs au fonctionnement de la justice. Ça, c'est vraiment la manipulation des manipulations. Ensuite, il ajoute un document concernant le Conseil supérieur de la justice, un dépliant dans lequel, si vous regardez la page 4, quelles plaintes ne sont pas traitées, et dans ce dépliant, on dit les plaintes relevant de la compétence pénale ou disciplinaire d'autres instances. Donc, le Conseil supérieur de la justice, dans le dépliant que le procureur général m'envoie en disant « essayez de saisir le Conseil supérieur de la justice », il est écrit que le Conseil supérieur de la justice n'est pas compétent pour traiter mon plainte. Parce que mon plainte concerne, c'est une plainte pénale ou disciplinaire dont le traitement est de la compétence de d'autres instances que le Conseil supérieur de la justice. C'est le deuxième mensonge, mais en prenant note de ce remarque du procureur général, je me suis dit, je vais laisser ça en plus tard. Ce qui m'amène au traitement du dossier par le Conseil supérieur de la justice. Est-ce que je suis clair jusqu'à là? Et vient un moment, en 2004, je me dis, allez, je vais saisir aussi le Conseil supérieur de la justice pour qu'on me dise bonjour, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Qu'est-ce que je fais? Je rédige plainte, j'y rejoins la lettre du procureur général près la Cour de cassation, je dis, à l'époque, monsieur le procureur général près la Cour de cassation m'a conseillé de m'adresser à vous, puisqu'il vous estime apparemment compétent pour traiter ma plainte. Et ça commence, ça tourne. Le Conseil supérieur de la justice n'arrive pas à dire « nous ne sommes pas compétents pour traiter votre plainte ». Il trouve des arguments, nous ne sommes pas compétents parce que, je leur écris, non, ce n'est pas pour ça que vous n'êtes pas compétent. Vous n'êtes pas compétent pour une autre raison. J'envoie la lettre que je reçois du Conseil supérieur de la justice au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général me répond, j'envoie la lettre au Conseil supérieur de la justice. Ça dure pendant 1 an. À la fin, voilà, on m'envoie une lettre du Conseil supérieur de la justice dans laquelle Madame Karine Gérard, très médiatique, magistrat de la Cour de cassation, de la Cour d'assises, m'écrit « Il paraît ressortir des explications que vous avez fournies le 5 février qu'un mandat d'arrêt ait été décerné contre vous en vue de vous placer en observation psychiatrique. » En observation. Je me dis, c'est pas possible quand j'ai vu ça. Donc, comment une personne peut être mise en observation psychiatrique par un mandat d'arrêt, dans le cas de Dutroux, par exemple. Dutroux, c'est un truand qui serait malade psychologiquement, sur le plan psychiatrique. Il serait mis sous mandat d'arrêt, mais sera interné dans l'hôpital psychiatrique de la maison d'arrêt. Elle me dit, c'était votre cas. Mais ça, 1 an après des échanges, des courriers, etc. Dès que vous poussez ces gens-là dans l'impasse, ils sont capables de n'importe quoi. Et j'ai clôturé la communication avec le Conseil supérieur de la justice en écrivant une dernière lettre le 18 mai 2004, dans laquelle je dis « Je tiens à vous dire que l'histoire, pour ne pas dire la connerie hallucinante que vous racontez au 2e paragraphe de votre courrier, ce que je viens de lire, prouve que vous n'aviez ni lu ma plainte du 5 février, ni ma lettre du 19 janvier et ses annexes, ni même ma lettre du 18 mars, et partant, elle justifie largement le bien fondé des propos volontairement modérés que j'ai utilisés. Non seulement elle manipule
au sommet, ben, vraiment sans éthique, sans morale, elle commence sa lettre en disant, comme suite à votre lettre de ce 18 mars, truffée de propos malveillants. Mais propos malveillants, c'est quoi? Leur dire qu'ils sont manipulateurs, ils sont menteurs, c'est malveillant. Comment est-ce possible d'écrire à quelqu'un des trucs pareils? J'ai été mis sous observation psychiatrique dans la rue Rochâteau par une ordonnance délivrée par le parquet. Je n'étais pas mis. Et j'explique. Déjà, quand je pose deux questions, j'ai été mis sous mandat d'arrêt pour telle cause. J'ai été mis sous observation psychiatrique par ordonnance judiciaire délivrée par le parquet. Mais c'est évident que le mandat d'arrêt, c'est complètement différent de l'ordonnance de la mise en observation psychiatrique. Voilà comment les choses évoluent, comment les représentants du pouvoir exécutif et législatif ont traité le sujet. Voyant ce qui se passait, je me suis dit, en 2001, je vais arrêter avec les représentants du pouvoir exécutif. Vous connaissez bien la lettre que Thierry Détienne m'a adressée, etc. Ça, c'est la partie, je ne reviens plus là-dessus. Et je me suis dit, je vais me tourner maintenant vers le pouvoir judiciaire. Et j'ai déposé 2 plaintes. Une plainte à charge de 3 médecins et un avocat, dans le cadre de ma mise en observation psychiatrique, et une autre plainte à charge de 3 autres personnes dans le cadre du mandat d'arrêt. Et ce sont des plaintes avec constitution de partie civile qui ont été déposées entre les mains de 2 juges d'instruction, à savoir Mme Renders et Mme Ruzianowski. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais être très bref. Ces 2 plaintes ont été jointes à un moment donné, et leur instruction a été confiée à Mme Renders, seule. Dans le cadre de traitement de ces 2 plaintes, je suis allé 3 fois devant la Cour de cassation et 3 fois devant la Chambre des mises en accusation. Comment les choses se sont passées? Madame Renders a pris les 2 plaintes en faisant semblant de traiter la plainte concernant ma mise en observation psychiatrique. Elle a mis dans le loi de garage la plainte concernant le mandat d'arrêt. Et chaque 3 mois, j'avais un entretien avec Mme Renders. Je déposais une requête, je prenais connaissance du dossier, je lui demandais rendez-vous, et tous les 3 mois, j'avais un entretien avec elle. Et je n'ai cessé de lui dire, mais madame, vous n'instruisez pas ces 2 plaintes, vous les préparez pour classer sans suite par le procureur général. Et elle le disait, oui, je fais ça. Ces 2 plaintes doivent être classées sans suite. Et moi, je lui disais sans cesse, mais j'aimerais bien voir comment vous allez le faire. Parce qu'il faut comprendre aussi, il faut savoir que une plainte déposée entre les mains d'un juge d'instruction ne peut être clôturée que par la Chambre du Conseil et non pas par le parquet. Ça doit nécessairement passer par la Chambre du Conseil, qui décidera soit de la poursuite des personnes à charge desquelles on a déposé plainte, soit il prononcera une ordonnance de non-lieu. Le parquet ne peut pas intervenir dans le traitement d'une plainte avec constitution de partie civile. Et moi, je demandais sans cesse au juge d'instruction, mais j'aimerais bien voir comment vous allez faire ça. Vous allez livrer ces 2 plaintes au procureur général
pour qu'il classe sans suite. Eh bien, elle a trouvé. Qu'est-ce qu'elle a fait? In fine, un jour je suis arrivé, c'était le, si je me souviens bien, le 16 juillet 2002. Elle avait préparé une plainte à mon nom. Elle me demandait de signer à charge de 6 magistrats. Je lui ai dit, mais vous me prenez pour un fou? Si je signe cette plainte à charge des magistrats, vous allez demander à être dessaisi du dossier parce que vous ne pouvez pas instruire une plainte à charge des magistrats. Et vous devez communiquer le dossier au parquet qui va classer sans suite. C'est ça que vous voulez faire. J'ai dit non, je ne signe pas. Je ne dépose pas plainte à charge des magistrats. Eh bien, comme moi j'ai refusé de signer cette plainte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait elle-même en disant